j'ai envie de dire, s'il y a bien un art qui a été reconnu depuis très longtemps comme étant éligible aux institutions, c'est l'art des fous, c'est l'art brut, plus que d'autres pratiques alternatives. Et c'est justement le but de cette table ronde de parler de ce sujet avec Claire Margat, qui est docteur en philosophie et qui a par ailleurs pas mal travaillé sur cette question de l'art brut et critique d'art, bien sûr. Merci, c'est à vous. Oui, ben écoutez, je vais d'abord présenter rapidement les personnes qui m'accompagnent. Donc il y a Sabine Faupin à côté de moi qui dirige les conservateurs au LAM, qui est un musée dont elle va très bien nous parler et qui est à l'île Villeneuve-d'Ascq. Et il y a deux jeunes, plus jeunes que moi en tout cas, historiens d'art, Baptiste Brun qui a travaillé sur Dubuffet, la critique du primitivisme, et Déborah qui vient de soutenir sa thèse, bravo. Et il y a Brigitte Gillardet qui va nous parler des musées et de l'art brut dans le musée. Elle est elle-même historienne d'art. Voilà. Alors, je vais aller très rapidement. Je me pose une question, moi, c'est est-ce qu'on peut à la fois remettre en question l'art et élargir son champ d'expression? Ça semble un peu contradictoire, et en particulier cette table ronde va nous faire réfléchir. On reste aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps et puis parce qu'on n'a pas les gens pour parler d'autres choses, on restera en France, dans notre territoire national, et c'est vrai que la notion de patrimoine en France est tout à fait particulière. On devait accueillir un Belge, il y a aussi la Suisse qui est notoirement absente, puisque c'est en Suisse que la collection du Dubuffet a trouvé refuge. Donc on va parler de la France, quitte à éventuellement à la fin, s'il y a des questions, parler d'ailleurs, mais c'est déjà un sujet en soi. Alors l'art brut doit sa dénomination à Dubuffet, dans une dénomination polémique contre les arts culturels, comme le rappelait son pamphlet en 68. Sa collection n'a pas pu être accueillie par la France. L'accueil de l'art brut actuellement par différentes institutions, sa réception par le public, ont modifié ce qu'on peut dire de l'art brut et les lieux dans lesquels il se trouve exposé. La collection de l'art brut à Lausanne n'a pas voulu donner le mot musée, garder celui de collection, ce qui a tout à fait un sens. Ça veut dire que la collection continue à se constituer et ils ont obéi finalement à l'idée du Dubuffet qui n'aimait pas du tout ce mot. Alors je vais d'abord m'adresser à Brigitte Gillardet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les étapes de l'institutionnalisation de l'art brut en France ? Merci. Oui, je voulais donner quelques définitions. D'abord de la patrimonialisation, parce qu'après tout, on n'a pas défini beaucoup ce que ça voulait dire. Donc moi, j'avais trouvé une définition qui était assez courte. La patrimonialisation d'un bien est issue de la reconnaissance institutionnelle, de la valeur que la société lui attribue et de la valeur conjointe de transmettre ce bien aux générations futures. Et pour rapprocher donc ce terme de l'art brut, qui est assez éloigné finalement, parce que l'art brut, on en fait, on n'a pas nécessairement envie de le conserver, de l'exposer, on peut le détruire, il est aussi éphémère, on peut... Bon. Donc, effectivement, ce sont des termes assez éloignés. Et on a donc d'autres définitions de l'art brut qui sont nées après Jean Dubuffet, on en a qui sont plus englobantes. Le fameux Jean-Hubert Martin, commissaire d'exposition et conservateur en 2019, il a parlé de l'art naïf et l'art populaire qui donne naissance à des formes qui substituent à l'art savant l'intuition et l'ingénuité de leurs auteurs intuitifs autodidactes. L'art brut en est une émanation, inventée par Jean Dubuffet qui chercha à lui préserver son autonomie et sa spontanéité. On ne vient pas au musée voir des étiquettes et des catégories, mais des ouvrages qui émeuvent. Et pour citer Sarah Lombardi, qui est l'actuelle directrice effectivement du musée, de la collection de l'art brut, elle dit en 2015, du point de vue de notre collection, ce terme se fonde tel que l'a conceptualisé Jean Dubuffet sur deux dimensions. La première est d'ordre sociologique, elle définit l'auteur selon son contexte d'origine, et un critère, l'autodidacte, celui qui n'a pas appris. Il y a aussi une certaine notion de marginalité, l'artiste se situe hors du système de l'art,
Et la deuxième dimension serait d'ordre artistique. Il y a la recherche d'une protection forte d'un point de vue esthétique, la formation de langage nouveau. Donc, effectivement, la patrimonialisation de l'art brut, c'est comme toute patrimonialisation, il y a environ 4 phases qu'on peut rappeler. La première, c'est une prise de conscience d'un monde qui va disparaître. Alors, ça va être des moments historiques, hein. Ça peut être la fin de la société paysanne, donc on en reparlera peut-être pour les arts et traditions populaires. Hein. Jean-Henri Rivière a senti ce moment où il fallait garder des choses en lien avec cette société qui allait disparaître. Ça peut être l'après-guerre, donc c'était le moment du buffet. Donc il y a des moments de page tournée qui constituent une prise de conscience qu'il faut sauver un certain nombre de choses. Il y a l'intervention, deuxième phase, des découvreurs, et ça a été le cas de Jean Dubuffet, mais c'était le cas aussi durant les années 60 à 90, d'un certain nombre de personnes qui vont monter des collections, et La Racine, on en parlera plus longuement, mais aussi Gérard Sandret, du côté de Bordeaux, à Bègle, pour le musée de la création franche. Donc c'est Alain Bourbonnais, évidemment, la fabuloserie, qui est l'un des premiers à brusquement sentir qu'il faut, une fois la collection de l'art brut partie de France, constituer donc lui-même une collection. Après les découvreurs, il y a les spécialistes, et nous en avons beaucoup ici, des experts, des universitaires, des conservateurs qui vont valoriser, documenter, conserver, exposer. Donc ça, c'est une phase très importante. Et quatrième et dernière phase, c'est l'inscription durable dans un territoire. Et là, on le sait, pour que ce soit pérenne, il faut une appropriation par le local, il faut une appropriation par les personnes, il faut qu'elles se sentent concernées, il faut que les collectivités locales, les pouvoirs publics, inscrivent dans la durée, avec des financements bien sûr, ces lieux d'art. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps, en ajoutant 2 caractéristiques. La patrimonialisation achevée, c'est quand même le catalogue raisonné, et là on est dans l'esprit connexion avec le marché de l'art, forcément. Et puis, deuxième élément, l'inscription dans des musées des beaux-arts. Alors, je n'ai pas trouvé au musée des beaux-arts de Rouen, mais j'ai trouvé au musée des beaux-arts de Nantes un petit tableau de Crépin, créé en 1939, donné en 1949 par sa fille Benoît, et qui n'intègre les collections, effectivement, qu'en 1975. Et je laisse la parole à mes... Oui, je vous remercie. Alors, effectivement... le premier musée consacré à l'art brut en France, c'est l'acceptation de la donation de La Racine qui se retrouve maintenant au LAM, au Havre de Place. Effectivement, on a le choix soit du passage par donation dont va nous parler Déborah Couette, l'acte de donation, de la réception par le musée dont va nous parler Sabine Faupin. Mais soit ça passe de la collection au musée, soit ça reste quand même un lieu pérenne de conservation d'une collection, comme la fabuloserie pour les Bourbonnais, qui n'est pas réellement un musée, qui reste un peu privé. Voilà. Alors, donc, peut-être Déborah peut nous résumer un petit peu le geste par lequel La Racine a décidé de donner. Pour revenir en fait, si je peux remonter un tout petit peu avant par rapport à la patrimonialisation, Dubuffet, donc, lorsqu'il réunit sa collection d'art brut, simultanément il écrit à propos de l'art brut pour nourrir une pensée, un idéal artistique dans lequel effectivement il va pas tant forcément contester le musée que le nier et vouloir sa disparition. Et disons que dans ses écrits sur l'art brut, il y a un fil rouge quand même qui revient souvent, c'est la notion d'oubli. Dubuffet ne cesse de faire l'éloge de l'oubli et donc de prendre le parti de la table rase, donc de la non-conservation des œuvres d'art pour mener justement à terme à la disparition du musée. Dubuffet est un homme qui est absolument nourri et pétri par la contradiction et le paradoxe, puisque lorsqu'il entreprend sa collection d'art brut, il met tout en œuvre pour faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas. Donc il va créer une association, recruter tout un personnel, doter sa collection d'un conservateur, d'un secrétariat pour procéder au récolement de toutes les pièces de la collection, réunir un certain nombre d'archives, et il va faire le choix de donner sa collection à la ville de Lausanne. Donc il refuse les propositions qui ont été faites par l'institution française qui, dès le début des années 70,
finalement souhaité accueillir cette collection d'art brut pour le faire rentrer, pour faire rentrer ses marges en son sein, mais Dubuffet récuse donc une à une ses propositions. Et là, la perte, disons que le départ de cette collection est vécu pour un certain nombre d'amateurs comme une perte, comme un sacrifice, et on a une sorte de réaction en chaîne avec des passionnés qui vont entreprendre à la suite de Dubuffet, donc de réunir des collections d'art brut et apparenté en ouvrant aussi donc, la définition et les critères de l'art brut posés par Dubuffet. Donc, effectivement, il y a Alain Bourbonnais qui fait le choix au départ d'insérer ses productions marginales dans la sphère marchande en ouvrant une galerie dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Il ferme donc cette galerie jugeant que l'espace du marché de l'art n'est pas un espace propre finalement à exposer ses productions autres. Donc il va créer un musée privé. Pour moi, il n'y a pas tant de différence. Il y a une différence sur le plan juridique, en tout cas entre le musée public, le musée privé, le musée français ou le musée municipal, mais la structure, finalement, la vocation du musée reste inchangée dans tous les cas. Où, en tout cas, il s'agit de protéger ses collections, les exposer, les valoriser et transmettre, en tout cas à des fins de plaisir et de partage. C'est le cas d'Alain Bourbonnais qui ne refuse pas le nom donc, de musée, même muséum pour sa collection. Et effectivement, par la suite, donc, il y a une série d'autres acteurs. Et dans les années 80, Madeleine Lomel qui entreprend donc, de créer une association pour donc l'association La Racine pour réunir la première collection d'art brut public avec donc cette volonté justement de venir combler peut-être un manque, une lacune patrimoniale pour faire en sorte que à l'échelle nationale et dans un musée public il y ait une collection d'art brut. Ils avaient déjà le statut de musée au niveau de leur politique d'achat. Non, alors au départ, La Racine. Oui. Alors on est donc sur une association loi de 1901 qui, Madeleine Lomel donc, va effectivement alerter et solliciter des aides, et notamment l'aide alors parmi les institutionnels, elle va entrer en contact avec François Matet, donc le directeur du musée des arts décoratifs, qui avait accueilli une exposition d'art brut en 67. Elle va également solliciter Henri-Claude Cousseau, qui sont autant d'appuis et qui vont donc l'encourager à ouvrir un musée, et donc elle cherche un lieu. Et c'est la municipalité donc, de Neuilly-sur-Marne qui mettra à disposition de cette association un espace qui obtiendra par la suite, donc en 86, le statut officiel donc, de musée contrôlé, et qui permet à La Racine de bénéficier d'un budget justement de subvention et d'acquisition. Et donc la collection de La Racine a largement justement bénéficié de l'aide des pouvoirs publics. Tandis que la fabuloserie n'a pas eu de subvention. Si. Bourbonnais a essayé à un moment donné de faire une demande. Il en a fait part à Jean Dubuffet, qui est revenu justement sur le refus que les autorités lui avaient fait dans les années 60 de reconnaître à la Compagnie de l'Art Brut un statut de reconnaissance d'utilité publique. Et en fait, Bourbonnais finalement va pas du tout lancer la demande auprès des pouvoirs publics, et il va financer, parce qu'il avait aussi justement les moyens, il va financer son musée à titre privé, ce qui lui permettait cette liberté. Oui, mais par rapport à la structure, c'est-à-dire dans le sens d'exposer, de conserver, de transmettre. Oui, mais beaucoup de privés peuvent exposer, la preuve. Je pense qu'il y a une autre différence quand même qu'il faut citer, c'est que dans les musées qui ont le statut de musée, donc musée contrôlé avant pour La Racine, maintenant on a le label des musées, ce sont des musées qui ne peuvent pas vendre leur collection. Je pense que ça c'est fondamental. Du point de vue du patrimoine, c'est pas pareil. C'est important parce que c'est fragile. On sait aussi que c'est fragile, qu'il y a des lieux, certains musées qui vendent. Donc je pense qu'une collection de musées ayant le statut de musée, les collections, elles sont là pour, normalement... Alors, moi, quand c'était sans rentrer, en fait, dans ces détails ou ces précisions, c'est que, pour moi, la fabuloserie est un musée, dans le sens où ce que j'attends du musée, c'est un lieu où
Je vais voir les œuvres, on les met à la disposition du public. Non, mais il y a un statut. Avec des horaires qui sont, c'est sans rendez-vous. Mais voilà, c'est ça que je veux dire dans le sens du... Non, non. Moi, je voulais c'est parler le par lieu exemple de de Sainte-Anne. démonstration. Sainte-Anne a le statut de musée de France. Après, Vous parlez du statut juridique. Moi, j'étais oui, dans le statut juridique est très important pour la question de la patrimonialisation. Oui, c'est récent. Oui, de 4 ans. 4 ans, oui. Alors, peut-être que Savid va nous préciser son point de vue là-dessus. Hein? Pardon, je peux continuer l'histoire, puisque tout simplement, c'est vrai que la collection de la Racine est arrivée à Villeneuve-d'Ascq dans un musée qui était un musée d'art moderne et d'art contemporain, c'était son nom. Donc un paradoxe pour la Racine aussi, puisque c'était l'arrivée d'une collection d'art brut avec des difficultés de se dire est-ce que cette collection elle peut intégrer l'art moderne et l'art contemporain, et ça a été un pari, ça a été tant pour la Racine que pour nous d'ailleurs, et les choses se sont faites. La collection est arrivée en dépôt en 1996 et nous a été donnée en 1999. Donc c'est 3500 œuvres qui ont intégré une collection qui n'avait rien à voir avec l'art brut jusqu'à alors. Et on s'est occupé des œuvres comme on s'occupait du reste, c'est-à-dire qu'effectivement c'était accueillir une collection, c'était la rendre visible, la rendre au public. Et s'en occuper, c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'une collection effectivement qui rentre dans un musée, on en prend soin, on la montre, on la documente, on l'étudie. Et on n'était pas spécialiste. Antoine de Gabert ce matin disait qu'il n'était pas spécialiste d'art brut, mais au départ non plus, on ne l'était pas. Enfin, c'est des œuvres qui sont arrivées là. Et puis, peu à peu, on a imaginé un projet qui était de se dire que l'art brut, il n'était pas tout seul dans son coin, il n'était pas isolé. Et de faire dialoguer, de faire vivre ces œuvres aussi entre elles. Donc d'imaginer des projets d'exposition. Par exemple, Habiter poétiquement, c'était l'exposition de l'ouverture du musée, où en 2010, puisque le musée s'est agrandi pour pouvoir accueillir cette collection, avec un projet d'architecture un peu spécifique. Et dans l'exposition Habiter poétiquement, ça parlait en fait beaucoup de ce qu'on avait pu croiser dans l'art brut, des sortes d'espaces de vie, de propositions d'œuvres, et qu'on retrouvait aussi dans l'art contemporain. Et on faisait aussi dialoguer avec ces œuvres des écrivains. Et c'était, Philippe Artière qui était là ce matin, participait aussi au projet, c'était aussi de se dire que l'archive, le document, il nous avait beaucoup aidé pour pouvoir créer ce projet, que ça participait totalement aussi de ces œuvres d'art brut qui n'intégraient jusqu'à ce moment-là peu l'histoire de l'art. Moi, je viens de l'histoire de l'art, j'ai fait l'école du Louvre, l'art brut, ça n'existait pas. Et maintenant, et nous, quand on a reçu l'art brut au musée, les premiers étudiants qui sont venus, qui ont fait des demandes de stage, c'était des étudiants en philo. Donc c'était intéressant parce que l'histoire de l'art à la fac, à la ville, ça ne marchait pas du tout. Alors que maintenant, ça va, il y a des étudiants, il y a des recherches, il y a des thèses. Plusieurs personnes qui sont dans la salle ici, qui ont fait des thèses, qui sont en train d'en faire, c'est très très bien, c'est passionnant. Mais tout était en fait à imaginer, à construire. Et l'arrivée de l'art brut nous a permis aussi de nous ouvrir, nous, vers d'autres. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce n'était pas juste nous qui accueillions des œuvres, on accueillait aussi des personnes qui pouvaient faire des œuvres aussi, et qu'on n'avait pas du tout l'habitude de rencontrer. Oui, alors bon, donc là, peut-être que le cas de la Racine est un cas passionnant, mais on va peut-être un peu généraliser. Maintenant, l'art brut est rentré au musée, pas seulement au LAM, mais par exemple, je vais prendre l'exemple d'Henri Darger, où il y a eu des œuvres qui sont rentrées au musée d'art moderne. Donc l'art brut peut rentrer au musée comme de l'art, tout court, sans la dénomination art brut. Et qu'est-ce qui se passe donc maintenant avec cette intégration de l'art brut dans des collections muséales artistiques prestigieuses? Dubuffet croyait que si l'art brut rentrait dans un musée, il y aurait une rupture, ça serait une provocation, que ça dynamiterait l'idée qu'on se faisait de l'art. Bon, qu'est-ce qu'on peut en penser aujourd'hui? Est-ce que c'était une utopie? Est-ce que la place de l'art brut dans l'histoire de l'art et dans les musées continue à poser problème aujourd'hui? J'aurais tendance à dire non, mais enfin bon. L'art brut a été exposé très tôt au musée des arts décoratifs en 67,
un petit mot sur François Matet quand même, qui a été le premier à exposer tous les arts contemporains, pas contemporains, design, cultivé, pas cultivé, céramique, textile, et donc art populaire bien sûr, hein, et puis art brut. Donc c'était un musée pionnier dans les années 1050 à 1070, on peut le dire. Donc je voulais saluer le conservateur qui a tenté de garder pour son musée la collection d'art brut de Jean Dubuffet, qui a réussi à avoir une donation des œuvres de Dubuffet, mais qui voulait aussi ardemment la collection d'art brut qui est partie donc à Lausanne. Ce que je voulais dire, moi je voulais juste revenir un petit peu en arrière sur les découvreurs, parce que ce sont des artistes les découvreurs. Et ça, on ne l'a pas assez dit. Alain Bourbonnais est architecte, il est cultivé, il fait des turbulents. Hein, bon, Déborah peut-être parler de l'œuvre de l'artiste Bourbonnais. Gérard Sandret fait des dessins, il continue à en faire à plus de 90 ans, de très beaux dessins. Les trois fondateurs de la Racine font des œuvres magnifiques, Nedjar, Claire Teller aussi, un charmeur je crois, hein, et puis bien sûr Madeleine Nomel. Donc en fait, ces créateurs autodidactes se sont sentis enfin autorisés à créer grâce aux énoncés du Buffet. Et ils ont transmis à la fois leurs œuvres et les œuvres d'art brut qu'ils trouvaient à Lausanne, à Jean Dubuffet, puis à Thévose. Il y a eu un mécanisme de double légitimation, je dirais, à la fois de ce qu'ils créaient eux, qui était breveté effectivement en collection annexe, neuve invention, et puis que ce qu'ils collectaient était bien de l'art brut, et donc Lausanne longtemps a délivré une double certification, je dirais, oui, ce que vous faites c'est bien de la neuve invention, et oui, ce que vous collectez c'est bien de l'art brut. Donc ça c'était, effectivement, on a, pour que ça rentre au musée, on s'est effectivement assuré que c'était de qualité muséale. Je redonne la parole à Sabine sur la qualité muséale de ces créations. C'est une vaste question. Je pense qu'il y a différentes façons aussi de voir ces œuvres. Bon, il y a l'adoubement par Dubuffet, et c'est vrai que Madeleine Nomel, quand elle a créé la collection avec Michel Nedjar et Claire Teller, ils se sont véritablement inscrits dans la lignée de la collection de Jean Dubuffet, en utilisant le mot art brut en plus, qui était normalement chasse gardée et qu'on ne pouvait pas utiliser. Et de ce fait, le musée aussi, on utilise le terme d'art brut pour s'inscrire aussi dans cette histoire. Je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qu'il faut citer avant Dubuffet, avant personne, on va dire, de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi André Breton. Pour nous, ça a été aussi très important de parler d'André Breton, d'avoir des œuvres qui avaient pu être collectées par André Breton bien avant, puisque ces œuvres qu'il a pu acquérir, c'était dès les années 1920, ou Paul Éluard. Donc pour nous, c'était aussi tout un autre versant, une autre approche liée au surréalisme, qui était vraiment importante, qu'on puisse aussi parler de ça dans un musée, qui est un musée d'art moderne aussi au départ. Donc là, il y avait tout ces petits fils qu'on a essayé de tirer au fur et à mesure, et puis des médecins, des infirmiers pour les œuvres issues des contextes asilaires ou hospitaliers. Et là aussi, ce sont des rencontres, ces différentes rencontres qui nous permettaient, nous aussi, de regarder certaines œuvres qui n'étaient peut-être pas vues comme des œuvres, qui étaient des documents. Donc là aussi, comment on passe d'un document à une œuvre, c'est quelque chose qu'on essaie de... Enfin, on y est confronté en permanence au musée. Il y a des choses qui sont, certains vus comme des objets ou des formes musicales, mais qui ne sont pas encore vus comme des œuvres, et à un moment donné, ça va le devenir. Donc ça, c'est un passage qui peut être parfois assez long, et qui est aussi souvent lié aux personnes qui les voient et qui vont les extraire d'un dossier, derrière, sous une poche, ou dans des tas de choses qui ne sont pas vues forcément comme un lieu de conservation d'une œuvre. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis, il y a aussi d'autres regards qui nous permettent peut-être aussi, au sein d'un musée, de regarder des œuvres différemment. C'est le regard aussi d'Harald Zeman. Pour nous, il a été aussi important, il a été évoqué ce matin. Et c'est vrai que Zeman, c'est quelqu'un qui a regardé aussi ces croisements de l'art qui se crée, et ces formes, il ne parlait pas forcément d'art brut, et qui permettent d'ouvrir aussi, et de les accueillir aussi au mieux, et proposer d'autres formes de dialogue. Merci. À propos de qualité muséale et d'idées de musée, je me demande si l'art brut ne nous a pas contraints à reconsidérer des autres formes muséales qui existaient,
qui étaient autre chose que les musées d'art. Je pense au musée d'art et traditions populaires, au musée d'ethnographie. Et est-ce qu'il n'y a pas, et je pensais tout à l'heure aussi au musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne, qui au départ c'était quand même un rassemblement de documents. Donc dans ces deux cas, c'était des documents qui avaient un intérêt anthropologique ou psychiatrique. Et d'un seul coup, l'art devient un moyen, alors je ne sais pas si c'est bien, hein, mais je pose la question, d'oublier un tout petit peu l'origine de ces objets ou de ces œuvres, qui au départ n'étaient pas des œuvres, puisque c'était des documents. Et est-ce que le recentrage sur l'art et le regard esthétisant sur ces objets ou ces œuvres ne se fait pas un peu aux dépens de l'anthropologie? Alors je vais poser cette question à Baptiste Brun, qui a fait c'est une très belle exposition au MUSEM, où il intégrait des éléments de musée d'ethnographie et d'art et de tradition populaire, justement. C'est une vaste question, mais je dirais dans ce rapport complexe qui est celui de l'art brut au musée, et qui est quand même un petit peu à l'origine du projet, c'est-à-dire si on se penche sur l'invention du nom, ce poème un peu étrange, l'art brut, c'est quand même une expression qui fait mal, en quelque sorte. Il y a ce moment d'institutionnalisation très fort aussi, 45 et suivant, l'ouverture du Musée national d'art moderne en 47, etc. Il y a toute cette institutionnalisation très forte des avant-gardes qui se fait jour à cette époque. Et Dubuffet, là, en désignant ces choses, sous le terme d'art brut, qui était très largement méprisé, hein. Il y avait Breton, effectivement, les surréalistes, les dadaïstes avant, etc., mais c'était des choses qui n'intéressaient personne, voire qui étaient désignées comme pathologiques au sens fort du terme, qui étaient criminalisées dans le champ du fascisme européen. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une volonté de redistribution. C'est des objets qui résistent aux catégorisations. Ça, c'est vraiment un point important, et c'est ce moment d'institutionnalisation de l'avant-garde. C'est aussi le moment où les sciences humaines et sociales se fortifient, je dirais, érigent des formes de clôture disciplinaire et assoient leur autorité sur les objets. Ça, c'est un point important qui était quand même relevé par Philippe Artière ce matin. Le musée a un rôle de police, historiquement, très clairement. Et en l'occurrence, cette manière d'asseoir son autorité sur les objets, ce que Dubuffet, ce que le regard de Dubuffet met au devant du regard de tout un chacun, si je puis dire, c'est des objets qui résistent à ces assignations. Et ce point-là est intéressant parce que finalement, c'est le regard de l'artiste, c'est l'art qui se fait ici jour, et quelque chose qui est de l'ordre d'une singularité. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important et qui, dans le sens que c'est une forme de pure singularité, résiste clairement à ces effets de classement qui ont trait au travail des musées, quoi, au travail historique des musées. Alors aujourd'hui, je dirais l'art brut est, pour ma part, je dirais malheureusement très ou trop souvent synonyme d'un art qui serait produit dans le champ psychiatrique ou dans le champ de la différence mentale, etc. Je dirais le geste de Dubuffet était beaucoup plus généreux et justement tentait d'échapper un petit peu à ce type d'assignation. Mais pour répondre à la question, c'est pour ça aussi, je pense que l'art brut a cette fonction aussi de mobiliser un intérêt des musées d'ethnologie, des musées comme le MUSEM, des arts et traditions populaires, du folklore, etc. Parce qu'il naît aussi de ces différentes plaques. J'aime bien l'idée d'une tectonique des plaques aussi, avec l'art brut qui se retrouve d'ailleurs dans les cartes du MIAM d'Hervé Di Rosa. On est dans quelque chose qui est un travail de champ, en quelque sorte. Et il a cette qualité d'objet frontière, quoi. C'est quelque chose, c'est un objet théorique aussi, finalement, avec des œuvres incroyables qui sont dans ce travail de résistance et qui permet de penser à rebours nos usages, quoi. La notion d'artiste, la notion d'œuvre, c'est des choses fondamentales aussi et qui continuent aujourd'hui de poser problème, très clairement, à la fois dans les musées et la pratique de Sabine Faupin et Christophe Boulanger le montre bien, quoi. Il y a tout un tas de réflexions qui ont été mises en jeu et un travail qui se fait depuis plusieurs années sur question de comment montrer, de quelle manière, etc., de qui on parle, comment on en parle. Souvent, ce sont des gens qui sont privés de parole, en plus, ça c'est important. Et l'autorité du discours, on est la plus grande table ronde pour parler de l'art brut, c'est eux qui parlent le moins. Donc, on est dans une confiscation du discours aussi par rapport à ça. Alors, ça mobilise comme ça tout un ensemble de réflexions, quoi, toujours aujourd'hui, qui sont fécondes. Même chose, dans le marché, il y a plein de choses aussi qui sont posées, quoi, du côté du marché de l'art, par exemple. Merci. J'en profite
pour parler du musée d'ethnographie de Béthune, avec lequel je crois qu'il ne faut pas travailler justement pour essayer de choisir entre ce qui était art brut et ce qui n'était pas art brut. Alors, le musée d'ethnographie régionale de Béthune, c'est un musée qui est fermé depuis, je pense, plus de 30 ans, qui a déposé au musée en 91, déjà, c'était en 91, des peintures de Lesage, une de Crépin et des dessins automatiques de Lesage, les tout premiers dessins, qui étaient eux-mêmes en dépôt de l'IMI, l'Institut métapsychique international, à Béthune. Et c'était en fait le seul ensemble art brut qu'on avait à Villeneuve-d'Ascq avant l'arrivée de la Racine en 96. Donc je disais qu'on n'y connaissait rien, on n'y connaissait pas grand-chose, mais il y avait quand même Lesage et Crépin, donc vraiment des pratiques spiritaines. Et ce musée d'ethnographie, malheureusement, il n'a plus d'existence. Il avait vraiment été une volonté pour recréer un lieu d'étude dans le nord de la France, en lien avec le bassin minier, parce que c'est vraiment un contexte minier important, d'où cet ensemble d'œuvres spirites constituées là. Actuellement, il est donc stocké dans un immense hangar. Ils ont un lieu d'exposition, la chapelle Saint-Prix, où ils font des expositions. Bientôt, ils vont faire une exposition de leur collection de beaux-arts, dont les Lesage et Simon, parce qu'ils ont maintenant un Simon, et Crépin vont être présentés. Mais c'est un enjeu politique uniquement, c'est juste pour les élections. Donc c'est pour relancer et avoir quelques voix supplémentaires. Mais en fait, le maire souhaite plutôt faire maintenant un musée de beaux-arts et je pense que la partie ethno va totalement disparaître de l'existence. Donc les objets, je ne sais pas ce que ça deviendra, j'en sais rien. Oui, c'est un petit peu la tendance, c'est-à-dire que l'art chapeaute des tas de choses. Alors, je reviens un petit peu sur le musée, parce qu'évidemment, on parlait des arts et traditions populaires, musées ethnographiques, qui ont été parfois reconvertis positivement, hein, comme musée d'intérêt artistique. Je pense aussi justement au musée d'art et d'histoire de la psychiatrie à Sainte-Anne, et je le comparerai au musée de Gand du docteur Guillain, parce que dans ce musée de Gand, il y a une grosse collection qui est en dépôt, la collection de Stadolph, et dans ce musée, il y a vraiment de l'histoire de la psychiatrie, où on montre tous les traitements, tandis qu'en France, dans le cas de Anne-Marie Dubois, il y a un peu un déni de l'aspect psychiatrique proprement dit, de la maladie mentale, et je suis d'accord, hein, d'un côté, il ne faut pas réduire l'art brut à l'art des malades mentaux, et d'un autre côté, quand c'est le cas, on ne doit pas en parler non plus. Donc on est dans une situation de transfert, et où le regard sur les œuvres doit primer totalement sur leurs éventuelles significations. Là, je les laisse aux spécialistes, ce que je ne suis pas. Mais enfin, le statut d'œuvre d'art reste assez oscillant, et en tout cas, l'aspect historique d'origine des œuvres est un petit peu tabou. Voilà. Peut-être juste un point dessus, c'est que nous, quand la collection toujours de la Racine est arrivée, c'est une petite anecdote, mais donc il y avait des personnes qui venaient voir la première exposition qu'on avait organisée. Et c'était des visiteurs, on n'avait pas du tout l'habitude de voir au musée, c'était des groupes de patients avec des soignants. Et ils disaient, on vient leur montrer l'art brut parce que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, on vient leur montrer ce qu'ils font. Ah bon? Et puis on discute quand même, on se dit, tiens, c'est quand même étonnant cette histoire-là, on n'a pas l'habitude ici. Et puis on leur dit, mais vous savez, il y a aussi l'art moderne là-bas. Et puis il y a aussi l'art contemporain, puis on fait des expos, donc la prochaine fois, vous viendrez, puis ça sera peut-être de l'art moderne. Mais on vous accueillera aussi. Et puis de fil en aiguille, des projets se sont montés avec des hôpitaux, pas mal d'hôpitaux dans la région, puis plus loin, il y a Armentières, il y a Saint-André, puis il y a Saint-Alban, qui était aussi un lieu de travail, et on s'est même déplacé en Limur là-bas. Et donc de fil en aiguille, ces personnes ont vu aussi que là, c'était pas que cette dimension l'art brut, et que l'art brut, c'était pas non plus de la pathologie. Et pour nous aussi, c'était une autre façon de réfléchir et de se dire que les cloisonnements, ils sont aussi dans la tête. Donc il faut aussi ouvrir. Et de ce fait, on a rencontré aussi des psychiatres importants et qui nous ont aussi accompagnés, comme Jean Houry ou Lucien Bonafé, qu'on avait pu rencontrer. Et aussi de se dire que l'ethno, ça peut aussi nous aider. Donc c'est tout ça aussi que l'art brut a provoqué aussi au sein de l'institution musée et qui est loin d'être terminé.
c'était une question que je voulais poser, mais bon, pour juste un peu la développer, c'est qu'est-ce que l'art brut dans un musée fait aux actions, soit pédagogiques, soit aux actions dans le musée? Est-ce que ça ne change pas le rapport à l'art? En fait, il y a aussi des choses que nous, on ne faisait pas avant et qu'on fait maintenant. Ce sont par exemple des ateliers qui sont proposés pour les adultes, ce qu'on ne faisait pas avant. Et là aussi, c'est parce qu'il y a eu des échanges, des discussions avec donc des soignants, des patients, de se dire que oui, pourquoi pas? Pourquoi ça serait que des ateliers pour les enfants? Pourquoi on ne peut pas imaginer tout à fait d'autres choses? Et des projets qui peuvent être aussi très longs. C'est pas juste on accueille un groupe, une visite guidée, un atelier, 1 heure et demie, c'est terminé. Non, on peut penser des projets qui vont durer 1 an ou travailler hors les murs. Ça aussi, c'était quelque chose qu'on faisait très peu. Et de se dire, il y a des personnes qui sont empêchées, pas forcément un très beau terme, en tout cas qui ne peuvent pas venir pour différentes raisons. Parce que soit ils sont en prison, soit ils sont malades, soit ils sont bloqués par l'accès à un lieu public. On va les voir et puis on met en place des activités avec eux. Et puis peu à peu, ils viennent. On arrive à organiser des choses, des activités, ou une expo qu'on fait en prison, après, on va la faire aussi au musée. Comme ça, les familles vont pouvoir venir alors qu'elles ne pouvaient pas venir avant. Donc ça, c'est toutes ces petites choses aussi qui viennent vraiment, qui sont vraiment issues de l'arrivée de l'art brut. Alors, après, c'est pas que l'art brut qui, lors de ces différents projets, ça va être aussi de l'art moderne, de l'art contemporain, mais c'est vrai que ça a été vraiment le déclencheur. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'intégration qui n'existait pas avant de personnes, disons... Pour nous, ça a été vraiment une possibilité de travailler avec des personnes qui venaient pas, en fait. Donc ça a vraiment été une ouverture. Alors, il n'y a pas seulement les personnes qui ne viennent pas, je voulais aussi parler rapidement du fait qu'il y a des œuvres d'art brut qui ne sont pas muséales, c'est des œuvres d'architecture. Et les œuvres d'architecture, évidemment, la plus connue étant le palais d'hiver du facteur Cheval, elles ont été patrimonialisées assez vite. Et je pense que, justement, au LAM, il y avait une volonté de repérer toutes ces œuvres de maisons, de jardins, d'art brut. Oui, en fait, ça, c'est la qualité aussi de la Racine, c'est qu'il y avait des fragments de sites, on peut les appeler comme ça, des sculptures issues de contextes de jardins, de personnes qui avaient une scierie en Belgique, Theo Wiesel, qui faisait des grands hôtels, des grandes sculptures au bord de la route de son village. La Racine les a sauvés, déplacés, et nous, donc, on a retravaillé sur ce contexte. Et puis, il y a d'autres fragments, il y en a parfois, c'est assez conséquent, parfois il y a très peu de choses, ou parfois on n'y arrive pas aussi à sauvegarder. Donc ça, c'est encore un autre point, mais on a réfléchi à tout ça en se disant l'archive est un outil extrêmement important, la photographie, le document, l'enquête sur le terrain aussi. Donc on avait travaillé aussi avec ces ethnologues sur ce point. Et à un moment donné, on a été face à, Christophe est dans la salle, il s'en souvient, on était face à des lieux où, à un moment donné, on nous contacte en nous disant il y a un site, il faut aller le récupérer, et puis on arrive, il était en miettes, il avait été détruit par la famille qui voulait vendre la maison, et avoir des grandes sculptures dans un jardin, ça n'allait pas pour le prix, donc ils ont tout cassé pendant la nuit. Donc on a récupéré quelques fragments pour documenter, et puis après on s'est dit on va imaginer d'autres projets, comme faire un site internet où on documente des lieux. Et puis parfois, effectivement, on est face à des impossibilités. Garder une maison avec des girouettes partout, des chars, des tanks, comme la maison de Van Abel au bord de l'autoroute de Dunkerque, c'est une ferme entière. Elle est connue par toutes les personnes qui vont au bord de la mer de Lille à Dunkerque. Et il y a un imaginaire autour de ce site qui existe. On a essayé de la sauver, de la garder sur place, d'imaginer un projet d'artiste dans le lieu. Et puis là, en fait, la maison, là aussi, elle a été vendue à toute vitesse par le maire qui habite à côté, qui voulait surtout pas d'un nouveau lieu culturel dans son petit village de Seine-Vert, parce qu'il habite à côté. Donc on est parfois face à des impossibilités. Donc l'archive, la photographie, l'étude permet aussi de continuer à les faire vivre. Merci. Alors j'avais une dernière question sur les réceptions de donations, la politique d'achat pour l'art brut. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose dans le cas de l'art brut que de ce qui se passe dans d'autres formes artistiques? Et sinon, en quoi ça diffère? Je ne sais pas, qui veut répondre? Alors, au musée, on a un budget d'acquisition qui est modeste, mais néanmoins on a un budget d'acquisition
qui concerne l'art moderne, l'art contemporain, l'art brut. Il n'est pas dissocié. Donc en fonction des années, parfois on a un peu plus d'art brut, un peu plus d'art contemporain, où on privilégie un gros achat d'art moderne ou d'art contemporain. Ça dépend des prix. Et on bénéficie de subventions aussi. Donc, ce que faisait déjà la Racine, hein, quand les acquisitions étaient faites, il y avait des subventions, ce qui a été évoqué tout à l'heure par le statut de musée contrôlé. Donc ça, pour nous, ça n'a rien changé. Les contextes d'acquisition, ils sont multiples. Hein, c'est un peu la même chose que pour le moderne ou contemporain. Ça peut être un particulier, une galerie, une vente aux enchères, une famille, ou des dons aussi. Évidemment, le don est aussi important. Et on en a toujours, j'espère que ça continuera. Après, bon, c'est une question de gestion des dons, mais ça, c'est encore un autre sujet, ou de l'enrichissement, la complexité de l'enrichissement d'une collection. En tout cas, nous, ces choses-là sont évidemment, ça a fait partie de la vie du musée, c'est important. La collection, la Racine n'a pas figé l'acte de donation en disant qu'il ne voulait que leur donation. Comme les Mazurel qui ont donné la collection d'art moderne au musée, c'était des personnes aussi avec un regard très ouvert. Dans l'acte de donation de la donation Mazurel, c'est mentionné que le musée devait être ouvert à l'art de son époque. Donc c'est génial, en fait, ça veut dire qu'on peut tout faire. Donc l'art contemporain, c'était possible. Donc le musée a constitué une collection d'art contemporain, et puis l'art brut aussi a été possible. Voilà, l'art de son époque. Et après, en fonction des prix, de la flambée du marché de l'art, il y a certaines œuvres d'art brut que nous, on ne peut plus acquérir. Voilà, tout simplement. Après, et on est face aussi, nous, à des conséquences. Mais on sait, hein, là, on a fait une exposition sur les peintres spirites, le sage Simon Crépin, qui s'est terminée, et qui, d'ailleurs, va être présentée au musée Mayol. Alors ça, c'est une belle histoire aussi, parce que l'histoire, elle se continue dans un contexte qui n'a rien à voir au départ avec l'art brut. Et quand on travaillait sur l'exposition, on travaillait beaucoup... Musée Mayol à Paris. Musée Mayol à Paris, pardon. Et sur Victor Simon, qui est le moins connu des trois, en général, beaucoup de personnes ne connaissent aucun des trois, mais néanmoins, Simon est encore le moins connu. Et on travaillait pour retrouver des œuvres, parce qu'il y en avait peu de le repérer. Effectivement, il y a une œuvre, moi j'avais repérée dans la famille de Victor Simon, et puis la famille était prête à nous la prêter, et au mois de juin de l'année dernière, l'expo commençait au mois d'octobre, au mois de juin, elle a été vendue aux enchères. Et elle était avec une cote très basse, et elle a été vendue très cher. Donc pour nous, c'était pas une catastrophe, tant mieux pour Victor Simon, tant mieux pour le vendeur, mais néanmoins, on sait qu'on va bouleverser, et on sait que depuis l'ouverture du musée, il y a aussi des personnes qui ont découvert l'art brut. Bon, après, il y a encore des œuvres qui ne sont pas encore très chères. Je voulais dire deux mots des dépôts, parce que je sais que vous avez un très beau dépôt d'Aloïs Corbas dans votre musée. Donc, est-ce que vous voulez parler des dépôts? Il est parti? Parlons-en. Parlons-en des dépôts temporaires, moyennement temporaires. Les dépôts, c'est un autre principe dans les musées. Donc, on a des dépôts soit de musée à musée, des dépôts de collectionneurs, des dépôts de galeries, ça peut arriver. Nous, on avait fait plusieurs expos aussi avec des collectionneurs. Donc, il y a aussi des collectionneurs après l'exposition qui nous ont soit donné des œuvres ou déposées. Et là, c'était le dépôt du cloisonné de théâtre d'Aloïs Corbaz, un rouleau de 14 mètres de long, enfin un dessin de 14 mètres de long, qui appartient à Jean-David Mermot, qui est un collectionneur suisse de Lausanne et galeriste, et qui nous l'a déposé. Donc, on l'a eu en dépôt une dizaine d'années à peu près. On l'a présenté régulièrement, puis un jour, il a réclamé son dépôt. On a essayé de l'acquérir, on n'a pas pu, pour différentes raisons. Oui, par contre, la collection de l'art brut ne prend pas de dépôt. Nous, on a d'autres œuvres, on a des Le Sage en dépôt, on a encore des œuvres de lecture. Peut-être que c'est le moment de demander à la salle de poser des questions. Je vous dis quelques mots sur la façon dont je peux partager cette notion. Alors, aussi dans le champ de l'art contemporain, finalement. Je dirais à nouveau, il y a le regard d'historien. C'est aussi une manière de répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, là aussi, sur la question que les historiens de l'art, ils ne s'intéressent pas au street art, mais c'est les critiques d'art qui s'intéressent pas au street art en premier lieu, en fait. Parce que l'historien, il lui faut quand même un petit peu de champ pour pouvoir travailler. Je crois que c'est quand même important de le dire, même si ça n'excuse pas les historiens de l'art, parfois sur, je dirais, l'étroitesse, parfois aussi des objets qui sont censés regarder.
Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est l'enseignant, quoi, qui est en lien avec les étudiants. C'est génial, parce que l'art brut, quand on parle d'art brut aux étudiants, ils ne connaissent pas, déjà, d'une. Et ce qu'ils voient, ça, comme bien souvent, en fait, ça les excite beaucoup, parce que ça remet en cause ces notions dont j'ai parlé tout à l'heure, d'auteur, etc., et d'œuvre. Même l'œuvre, la notion d'œuvre fait problème par rapport à ça. Et puis, il y a toute une chose aussi à l'université qui est intéressante. Moi, je suis à l'université de Rennes aussi, où il y a une base assez populaire, quoi, dans les étudiants qui sont présents chez nous. Je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une réception populaire de l'art brut. Et je crois que ça, c'est important de le noter, aussi par rapport à d'autres objets dont on a parlé aujourd'hui. C'est-à-dire que ces objets méprisés, fondamentalement méprisés, on n'a pas utilisé le terme de distinction aujourd'hui, on n'a pas utilisé le terme de mépris non plus beaucoup. Or, je dirais, si on parle de sous-culture ou de contre-culture, ou de quelle culture on parle, c'est une question qui a été posée aussi par Fantasio. Et ça, je dirais, dans le travail de l'enseignement, l'art brut est un objet intéressant qui s'est défini aussi en relation avec la notion de culture. Ça, c'est un point quand même fondamental. Mais une culture qui est pensée comme la culture des élites, quoi. Et les élites, c'est qui? C'est le musée, c'est l'institution, et c'est cette culture-là qui est prescriptrice en termes de désigner ceci est de l'art, ceci n'est pas de l'art. Et l'art brut, il fout le boxon. Dans ces manières de désigner les choses comme de l'art. Ça, c'était un point quand même important, à la fois historiquement et jusqu'à aujourd'hui. Ça rejoint un petit peu les deux bouts ici de deux types d'activités qu'on peut avoir dans le champ universitaire par rapport à ces objets singuliers, finalement. Voilà. Une autre question. Excuse-moi de reposer une question, mais j'ai un intérêt particulier pour un aspect. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas d'un artiste qui avait exposé, enfin dans la situation précédente, qui avait exposé dans des salles d'exposition au musée, qui avait vendu des pièces, et ensuite il avait décidé de ne plus exposer et d'interdire qu'on expose. Dans le cas de l'art brut, c'est quelque chose à laquelle vous devez vous trouver confronté, puisque si on est dans l'art des fous, d'ailleurs, les gens qui produisent alors que leur état mental n'est pas, je dirais, en pleine possession de ses moyens, lorsque une œuvre vous échoue, elle doit vous échoir d'une façon qui peut poser parfois un certain nombre de questions. Je voudrais votre expérience à ce propos et comment vous avez pu... Tout à l'heure, vous parliez d'Aloïse Corballe. Aloïse Corballe, si j'ai bonne mémoire, elle a peint alors qu'elle était dans un hôpital psychiatrique depuis très longtemps, très malade, et voilà qu'on retrouve des œuvres d'Aloïse Corballe chez un collectionneur qui les prête, qui les vend, qui les... Alors là, il y a pour moi quelque chose qui peut poser des questions. Oui, c'est passé par un médecin avec qui elle avait une relation privilégiée, c'est-à-dire que très souvent ces personnes ont une relation privilégiée. Là, dans ce cas-là, c'était Jacqueline Poré-Forel qui a reçu ces œuvres de sa main. Elle les donnait, évidemment, mais elle ne les donnait pas à n'importe qui. Et c'est cet accompagnement qui a permis à Jacqueline Poré-Forel d'écrire de nombreux ouvrages sur Aloïse. Et je pense que ces personnes, évidemment, prenons le cas de Robillard, Dubuffet, ne lui achetait pas, mais il donnait en échange de ses productions, par exemple une télévision ou quelque chose. Donc c'était du troc ou des dons, pour la plupart. Je pense qu'actuellement c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a beaucoup d'ateliers où il se passe des productions. Dans ce cas-là, il y a une éthique. Je pense par exemple à Judith Scott, qui était trisomique et sourde-muette, mais l'atelier, le Creative Center, a évidemment donné à la famille des choses, et puis c'est des productions qui appartiennent pour moitié à la famille, pour moitié à l'atelier. Enfin, dans chaque cas, si la personne est vraiment trop déficiente pour être dans un rapport de volonté, alors c'est justement pour ça que l'art brut remet en question non seulement la notion d'œuvre, mais la notion de volonté d'art et d'artiste. C'est-à-dire que c'est des productions qu'on considère comme de l'art pour certaines personnes, et qui en sont sans doute, mais la relation de marchandise avec l'œuvre n'existe pas. Pour certains, c'est un bien, pour d'autres,
Enfin, dans le cas d'Aloïse, il n'y a eu aucune difficulté puisqu'elle donnait volontiers ses œuvres à une personne privilégiée, qui était son interlocutrice. Déontologiquement, recevoir de ses patients des cadeaux... C'était pas vraiment son médecin, c'était une femme qui avait fait un stage et qui avait une relation privilégiée avec elle, mais c'était pas son propre médecin. Son psychiatre, disons, c'était une femme médecin généraliste qui retournait la voir et qui a tissé ce lien. Non, je pense que dans le cas d'Aloïse, il n'y a pas eu de rapt des psychiatres pour déposséder une famille qui d'ailleurs, je pense, n'existait pas. Enfin bon, chaque cas est évidemment particulier, mais je pense que le don est très fréquent chez ces personnes. Sauf dans les cas de largueur qui ont tassé chez lui, on découvre après sa mort. Enfin, c'est pour ça que c'est difficile de généraliser. Deux mots, quand il ne faut pas oublier qu'à l'époque du Buffet, du Bourbonnais, quand Aloïse vivait, l'art brut n'avait aucune valeur économique. Donc le contexte, on ne peut pas parler de l'art brut aujourd'hui comme on en parlait. Et aujourd'hui, il y a des problèmes d'éthique. Moi-même, je collectionne, donc je sais que c'est très compliqué de collectionner. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est une œuvre comme une autre? Est-ce que moi, je vis avec comme si c'était... Elle est aussi belle qu'une œuvre d'un artiste dit intelligent. Mais il y a des tas de sujets qui n'existaient pas à l'époque. D'ailleurs, Dubuffet et Bourbonnais, pour prendre deux exemples connus, n'étaient pas réputés pour payer ce qu'ils achetaient. Ils achetaient même parfois sans payer. C'est-à-dire que c'était totalement c'était une vraie gratuité. Je suis un peu médisant, mais... Enfin, non, je suis un peu médisant, mais je connais beaucoup d'histoires comme ça. Donc il faut vraiment recontextualiser. Et on parle de deux époques totalement différentes. J'ai une autre remarque concernant ce que Sabine disait. Que, moi, j'ai eu une engueulade. Enfin, je me suis fait engueuler par Madame Lomel, qui avait un sale caractère, parce que j'organisais une expo Trenkwalder et le Sage. Et donc je l'ai appelée pour qu'elle me prête le Sage. Elle m'a dit, mais c'est une honte, ce ne sont pas des œuvres, ce n'était pas un artiste. J'avais l'impression d'avoir commis quelque chose horrible. Oui, le musée, bien sûr, mais à l'époque, elle en avait conservé. Non, c'est pas ça. Elle ne voulait pas prêter le Sage qu'elle avait donné au musée. Enfin, c'était un monde totalement rétrograde. Je crois qu'on vit un autre temps. Il faut arrêter de parler. Dubuffet est un être extraordinaire, mais il a bâti ses théories contre quelque chose et pas pour. Il a foutu tout un milieu, il a rendu tout un milieu réactionnaire et qui détestait l'art contemporain. Et là, c'est faux, tout ça est faux, l'art est partout. Il faut vraiment défendre. Et dernier point, oui, c'est ça. Et dernier point sur ce que vous disiez. Le décloisonnement que vous souhaitez n'existe pas à l'INADAS, puisque Madame Lomel a exigé que ce ne soit pas mélangé. Alors vous prenez des libertés, mais plus le temps va passer, plus sa mémoire, vous allez arrondir sa mémoire. Mais au départ, c'était quand même... Dans l'acte de donation, effectivement, c'est mentionné par la Racine qu'il y aura, une fois l'extension réalisée, un espace pour l'art moderne, donc la donation naturelle, ce qui est toujours le cas, pour l'art contemporain et pour l'art brut. Pour les expos temporaires, on fait ce qu'on veut. Donc on peut décloisonner. Moi, j'avais adoré l'exposition que vous aviez faite avec Piron. Habiter poétiquement. C'était extraordinaire. C'était une des plus belles expos de décloisonnement que j'ai pu voir. Et il y a deux projets actuellement. Il y a un projet, entre autres, entre la CAB et le Centre d'art contemporain de Genève sur les écrits dans l'art, qui vont à nouveau confronter des écrits d'intellectuels, ou Balzer, ou des gens comme ça, avec l'art brut. Un mot peut-être pour citer Martine Luzardi qui s'est posé la question, est-ce que je peux exposer de l'art brut comme ça? Elle rappelait effectivement que les œuvres étaient données, la plupart du temps dans la confiance, mais pas nécessairement pour être exposées. Donc elle dit l'essentiel c'est d'essayer d'exposer avec tout le respect possible. Et deuxième réflexion, celle de Bruno Gérard, qui a fondé la Pommeraye et qui a fondé la Fondation du M en Belgique, et qui disait que même s'il y a des dispositifs juridiques, il faut effectivement protéger l'art brut des plus fragiles, parce qu'il y a effectivement des tentations de faire des cartels un peu fantaisistes qui se focalisent uniquement sur les pseudo-pathologies des artistes,
ou qui se font prêter des œuvres qui ne les rendent pas. Donc tout ça existe encore. Et donc, d'où l'intérêt des fondations comme celle de la Fondation Paul Duhem, qui cherche à protéger, effectivement. Je crois que vous avez ici un musée non loin d'ici, à Sotteville-d'Hermois, qui est peut-être est représenté dans la salle, et puis nous en dire deux mots. Il était là ce matin. Et voilà. Il est là. Ah, bah alors. Bonjour, José Sagit-Poche, je suis le binôme, parce qu'on est deux en fait. Il y a Joël qui était là ce matin, qui était là tout à l'heure, mais je crois qu'il a disparu. Oui, nous, Joël et moi, on a créé une association qui s'appelle Art et Déchirure, qui existe depuis 30 ans, puisque la première édition a eu lieu en 1989. D'ailleurs, en 1998, on a eu l'occasion d'accueillir une partie de la collection de la Racine. Il ne faut pas s'en souvenir sûrement. C'était en 98. Et nous, on a cette particularité, c'est qu'on n'est absolument pas des spécialistes de l'art, loin de là. Nous sommes deux soignants à l'origine, qui travaillons à l'hôpital psychiatrique, donc à Sotteville-d'Hermois, tout près d'ici. Et deux passionnés d'art, voilà. Et puis, on avait l'un et l'autre, je fais ça très très court, mais on avait l'un et l'autre très très envie de témoigner de ce qu'on connaissait, de ce qu'on avait vu, de ce qu'on pressentait qui pouvait être visible et intéressant. Et on a donc créé un festival sans savoir ce qu'était un festival. Voilà, on s'est approprié le terme de festival, comme là on s'est approprié le terme de musée sans bien savoir ce que c'est. Ça n'a pas d'importance, on apprendra au fur et à mesure. Et dans ce festival, il y a des expositions, mais également une programmation théâtrale. La programmation théâtrale, c'est moi qui en suis chargé. Voilà, donc il y a eu 17 éditions de ce festival. On a, pour parler de notre lieu, il est dans l'hôpital psychiatrique. Ça fait une dizaine d'années qu'on cherchait un endroit, parce qu'on a aussi une collection d'œuvres qu'on a achetées, qu'on nous a données, qui sont en dépôt, enfin bref, il y a tous les cas de figure sont réunis. Et il y a une dizaine d'années qu'on voulait un lieu pour montrer, parce que c'est à quoi ça sert d'avoir 300, 400 œuvres comme ça, quelque part, sans les faire vivre. Et au début, on n'avait pas très très envie de retourner dans l'hôpital psychiatrique, puisqu'on les avait fait sortir beaucoup de ces œuvres de l'hôpital psychiatrique. Et en fait, il s'est avéré qu'on nous a mis à disposition un très très beau lieu, qui est un ancien pavillon d'hospitalisation du 19e siècle, tout à fait typique de l'architecture hospitalière. Et on nous a mis ce bâtiment à disposition, et voilà, et depuis 2 ans, on essaye de le faire vivre. Voilà. Moi, je peux témoigner de ce que je fais en programmation théâtrale. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient, des travaux d'atelier, des représentations, je dirais, de fin d'année, comme dans les écoles ou n'importe où. Mais il y avait aussi, à côté de ça, des gens qui travaillaient, des comédiens, des metteurs en scène, qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques ou dans des lieux un peu... tout à l'heure, on parlait des lieux éloignés de la culture, on va dire. Et il y avait des productions qui étaient tout à fait intéressantes. Et c'est ce qui nous a donné envie de créer ce festival et de montrer ces œuvres. Et au fil du temps, au tout début du festival, c'est vrai que montrer des spectacles où il y avait des jeunes autistes sur scène, c'était pas évident pour tout le monde et pour les spectateurs en particulier. Et je pense qu'au fil du temps, le public, enfin tout au moins à Rouen, s'est peu à peu habitué à cette forme d'expression théâtrale. Et je dirais qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement, puisque on parlait de la marge, nous, au début, certainement qu'on était très marginaux et qu'on l'est beaucoup moins maintenant, puisque les spectacles sont accueillis au CBN de Normandie, dans le théâtre de la ville de Rouen et dans tous les lieux de théâtre institutionnels de l'agglomération et de la métropole. Donc voilà. Mais le festival, il continue d'exister, il a 30 ans et ça fait quand même, bon, maintenant, je dirais un bail. Voilà. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que ni Joël ni moi, nous revendiquons comme spécialistes ou quoi que ce soit dans ces domaines-là. On est vraiment deux autodidactes, deux personnes qui avons envie de faire partager une passion qui était à l'autre. On a eu la chance aussi de rencontrer, ils ont été cités, Lucien Bonafé,
Houry, Roger Gentis, enfin, voilà, tous ces gens de culture qui étaient des grands psychiatres. Et c'est eux aussi qui nous ont ouvert un peu l'envie, donné l'envie de partager tout ça. Voilà.